Здравствуйте. Мы начинаем круглый стол. Спецслужбы и репрессивный аппарат в России. Попытки гражданского контроля. Répressif en Russie, tentative de contrôle citoyen. Для начала маленькая оговорочка. Pour commencer, je rajoute juste quelque chose aux interventions précédentes. Ayub Titiev n'est plus en détention depuis 5 ans déjà. Ça n'a pas été traduit correctement, donc pour que ça soit clair maintenant. Maintenant, nous avons des invités de tous azimuts. Je salue ici Nikita Petrov, historien et défenseur des droits humains. Il est président du Centre historique de Mémorial qui étudie la politique répressive et les services secrets de la Russie et de l'URSS. Et il passe beaucoup de temps en étudiant les archives. Anna Karetnikova, défenseur des droits humains et membre de la commission d'observation des services de détention. Elle a quitté la Russie au début de 2023 quand elle a appris la possibilité de son arrestation. Et maintenant, elle est réfugiée politique en France et elle continue à aider les prisonniers politiques avec le mémorial. Sergei Babinets, défenseur des droits humains, et il représente l'ONG Équipe contre la torture de Nijni Novgorod. Ainsi, Gilles Favarel-Garrigue, chercheur, mon ancien professeur à Sciences Po, c'était il y a très longtemps, et il habite à Paris. Nous sommes réunis ici pour parler de l'un des sujets principaux de la Russie d'aujourd'hui. C'est les bases du régime poutinien. C'est basé sur les services de l'ordre, les services spéciaux et sur la violence. Dans la période post-soviétique, ces services secrets et ces forces de l'ordre ont eu quelques réformes, quelques réorganisations, mais ce n'est pas allé en profondeur. Et l'idée n'était pas changée. Les Siloviki utilisent toujours les forces de l'ordre pour contrôler la société et les processus politiques. L'interaction avec l'extérieur, ce n'est pas la guerre avec l'extérieur, c'est plutôt la guerre de l'intérieur. C'est la guerre des services spéciaux, du pouvoir contre l'État, la société. Et sans comprendre ces processus, il peut être difficile de comprendre l'attitude de la Russie sur la scène internationale. Donc, la structure intérieure a beaucoup d'influence sur les décisions géopolitiques de la Russie. Et nous avons déjà mentionné ça auparavant, les répressions que nous voyons en Russie, surtout depuis l'invasion massive en Ukraine, tout ce que le Kremlin continue à appeler une opération militaire spéciale. L'envergure de cette violence de l'État contre la société dépasse ce qui se passait dans les dernières années de l'Union soviétique. Maintenant, il y a beaucoup plus de prisonniers politiques dans les prisons russes qu'avant. Et on peut dire que la Russie est en train de revenir en arrière dans cette époque qu'elle a échappée il y a 30 ans. Pourquoi nous n'avons pas pu nous libérer de ce passé? Parce qu'en fait, nous n'avons jamais quitté ce passé. Il n'y a pas eu de changement, de lustration, de réforme, de réflexion nécessaire pour dire au revoir à ce passé, pour tourner la page et recommencer à zéro. La façon dont l'appareil répressif a changé est liée au fait que cet héritage n'a pas été éliminé. Et bien sûr, les forces de l'ordre ne sont pas statiques. Ils changent, ils évoluent.
Et cet héritage qui n'a pas été repensé est quand même très lourd. Le dernier aspect de notre discussion porte sur les possibilités d'influencer l'appareil répressif de la part de la société civile. Comment c'était possible de faire des années 2000, avant l'intervention en Ukraine, l'invasion, et donc, après avoir passé cette étape du début de l'invasion massive, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Donc, j'aimerais donner la parole à Anna, qui peut nous expliquer ce que représente le système pénitentiaire dans la Russie d'aujourd'hui. Quels sont les principes de son fonctionnement? À quel point ce système est héritier des goulags, de comment il n'a pas changé et comment la psychiatrie punitive est utilisée, l'un des héritages sombres de la période soviétique. Здравствуйте, очень рада вас. Bonjour, je suis ravie de vous voir tous ici Как было présents. совершенно правильно сказано, Comme vous пенитенциарная avez très система justement dit, le глубоко в système России со времен pénitentiaire en ГУЛАГа Russie не depuis реформирован. le temps des И это goulags n'a одна pas из été ее reformé основных en проблем. profondeur. Et ça, Но c'est в l'un какой-то des момент, problèmes когда principaux. казалось, что À un moment может donné, быть, мы движемся куда-то в сторону quand Европы, может on быть, avait мы l'impression движемся de в сторону bouger un peu en цивилизации, direction de l'Europe, с ней, с de la пенитенциарной civilisation, системой, произошла очень занятная le штука. système pénitentiaire Она потеряла цель, a с perdu которой ей вручили le вот эти вот but сотни тысяч людей, которые совершили или, может быть, совершили какие-то avec lequel преступления. elle a reçu Была команда, ces мы dizaines de движемся в milliers de сторону personnes Европы, qui ont peut-être значит, мы должны qui ont fait des позволить с crimes. ними делать хорошее. Мы Donc, должны si пустить, on может быть, vise музыку, l'Europe, может il быть, faut faire мы quelque должны chose de bien пустить. avec ces prisonniers. Il faut peut-être leur apprendre la musique, il faut qu'il y ait les psychologues qui travaillent avec eux, il faut peut-être travailler en direction de leur socialisation. Ça, c'est une direction. L'autre direction, c'est l'héritage du pouvoir soviétique, des goulags. Donc, il faut faire peur à ces personnes, à ces détenus. Il faut qu'il n'ait plus d'esprit et il faut que le seul souvenir de leur expérience, de leur temps passé en prison, soit dissuasif pour ne plus jamais commettre de crimes. Donc, le système est devenu quelque peu schizophrénique. Le système a appris à faire comprendre qu'elle fait peur aux prisonniers, mais en même temps, il fait semblant que, en fait, il y a des psychologues qui travaillent avec les prisonniers, qu'on les rééduque, qu'après leur libération, ils peuvent recevoir des aides, etc. Mais donc tout ça a été mimé. Ce n'est qu'une apparence. Donc, cet état schizophrénique a duré assez longtemps. En 2008, tout d'un coup, la loi du contrôle social a été adoptée. Les défenseurs de droits ont beaucoup fait pour que cette loi soit adoptée. Et ces défenseurs de droits ne s'attendaient même pas à ce que ça soit réussi. Et Poutine a signé, donc approuvé l'adoption de cette loi. Et donc, les commissions d'observation civile ont été créées. Au départ, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils devaient faire. C'était une innovation dans le système. Mais ensuite, ces commissions d'observation qui n'étaient pas financées, ne recevaient pas d'argent, leurs membres ont commencé à aller dans les centres de détention, dans les colonies pénitentiaires. Ils ont commencé à parler des problèmes, à mettre en lumière certaines situations. Et alors, le système n'aime pas ça. Et donc, il y a eu 3 mandats de ces commissions d'observation pour que le système et le pouvoir comprennent que
En fait, on raconte, les conditions de détention, qu'on ne donne pas à manger, qu'il n'y a pas de médecin, que les conditions de détention, sont difficiles, sont mauvaises et donc le système a commencé à éjecter les, défenseurs de droits actifs de ce système. Donc à chaque mandat, il y avait de moins en moins de défenseurs de droits. Donc les, commissions d'observation ont été, comme ça, on peut dire purifiées et il y avait des gens, avec qui, on pouvait quand même toujours travailler, qui viennent par exemple inspecter, en prison, et pouvaient dire que bon voilà, on voit qu'il n'y a pas de lit, c'est pas bien, il faut trouver des lits pour les prisonniers. Alors que maintenant, les personnes dans ces commissions, ce sont, les personnes, engagées politiquement, ceux qui sont sélectionnés et c'est une sorte, d'ajout au service pénitentiaire fédéral russe. Donc ils vont dans les prisons uniquement pour dire que tout va bien. Donc ça permet de masquer, tous les problèmes qui existent dans le système pénitentiaire. Par exemple, ces commissions sont allées voir Alexei Navalny avant sa mort tragique et le secrétaire de la commission, de Moscou, d'observation de Moscou est allé là-bas et ils ont dit que tout allait bien. Ils ont pris des photos. En plus, ils ont dit, que, Alexei Navalny recevait, le plus, d'envois, et de, lettres, que d'autres prisonniers. J'ai peur de dire que tout se contrôle. J'espère vraiment que quelque part en Russie, il y a, peut-être, une petite dizaine, de membres, de ces commissions d'observation, qui continuent à travailler, d'une façon, raisonnable et responsable. Donc la psychiatrie punitive, une fois, on a mis fin à cette psychiatrie punitive, mais nous voyons maintenant qu'un grand pourcentage des prisonniers politiques sont soumis à ces méthodes de psychiatrie punitive dans le cadre de leur procès, par exemple, et même pas uniquement. Nous avons eu plusieurs cas dans notre programme de soutien où, en fait, les membres d'une commission électorale, on les approche, on leur dit: «Écoutez, vous avez un comportement, étrange, pourquoi est-ce que vous chantez? Pourquoi est-ce que vous regardez le ciel?» Donc et ensuite, on arrête, le membre de cette commission et on, ensuite, le met, fait subir, les examens, de psychiatrie punitive. Nous ne savons pas, ce qu'ils reçoivent comme médicaments, même les, avocats et les juristes, n'ont pas accès à ces informations. J'ai travaillé dans, le prison de Bouterka à Moscou où il y a un hôpital psychiatrique rattaché à la prison et souvent, nous sommes posés des questions sur les méthodes, qui sont utilisées dans cet hôpital. Il y avait des personnes qui étaient parfaitement saines. Bien sûr, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas juger, mais on avait l'impression que c'était des personnes, complètement en bonne santé, et qui, subissaient quand même des traitements médicaux. Récemment, dans le système, pénitentiaire, on voit l'influence de, 2, tendances importantes. La première tendance, c'est, l'influence de la guerre. C'est le recrutement, des prisonniers qui sont envoyés, sur le front et vous savez, il y avait, beaucoup de volontaires qui voulaient partir faire la guerre. Bien sûr ils ne sont pas motivés, par leurs, sentiments patriotiques. Tout simplement, ils ne veulent plus rester au sein de ce système monstrueux. Quand on a 18 ans, on est un jeune homme, on est, emprisonné pour 19 ans, pour, des accusations liées, aux drogues, aux stupéfiants, ils préfèrent, partir à la guerre, même si c'est pas le meilleur choix. Et donc la deuxième tendance, c'est que, en effet, les prisonniers politiques, du point de vue statistique,
sont devenus une partie importante de toute la population carcérale. Par exemple, si nous avons vu que en échangeant des lettres avec des prisonniers politiques, ils disaient souvent qu'il y avait d'autres prisonniers politiques dans les mêmes cellules avec eux. Donc ça, c'est une particularité nouvelle de la société civile. Maintenant, la société est de plus en plus soudée autour l'aide aux prisonniers politiques. Ils écrivent des lettres, ils font des collectes, ils essayent de mettre en lumière les situations et les abus que subissent les prisonniers politiques. Et nous voyons que le pouvoir russe a décidé de réagir. Les autorités n'aiment pas cette situation et donc les prisonniers politiques sont envoyés dans les cellules d'isolement. Nous savons ce qui est arrivé à Alexei Navalny. Nous savons qu'il y a des prisonniers politiques qui n'ont pas d'aide médicale. Mais avant, c'était lié à des conditions réelles du prison. Et on pouvait envoyer quelqu'un dans la cellule d'isolement juste à cause de son comportement. Maintenant, nous voyons que les décisions sont prises dans un niveau beaucoup plus élevé. Donc, c'est ça la réponse à notre soutien collectif aux prisonniers politiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'agir. Il faut continuer à agir pour empêcher d'autres arrestations et je vous invite, je vous appelle à soutenir les prisonniers politiques dans les conditions où nous nous Спасибо trouvons. большое. Merci beaucoup. Ну, да, вот вы описали. Oui, donc vous avez décrit ce tableau triste. Nikita, vous parlez beaucoup de cette chance que nous n'avons pas pu saisir de surmonter le passé. Il y a eu des espoirs, il y a eu des tentatives de rompre avec la tradition du KGB, du Goulag, de cet héritage soviétique, mais cette chance n'a pas été saisie dans les années 90 pour des raisons diverses et variées. Cela a donc mené à la situation que nous voyons aujourd'hui. Pourriez-vous nous partager avec nous vos observations? Pourquoi nous n'avons pas pu nous renoncer à ce passé? Quelles possibilités n'ont pas été saisies? Cette nostalgie qui a commencé dans les années 90, la nostalgie envers le passé soviétique et la tolérance de la société et l'idée qu'on peut faire revenir et faire revivre ce qui était avant. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la question clé ici, c'est d'un côté l'espoir et de l'autre côté les possibilités, à quel point ils sont réels ou pas. Donc moi, j'ai effectivement beaucoup parlé des possibilités qui n'ont pas été saisies. Maintenant, je préfère parler des espoirs. C'est peut-être une des conclusions à laquelle tu peux arriver quand tu travailles beaucoup sur un sujet donné et que ce sujet te montre ses facettes diverses et variées. Donc, de fait, les événements d'août 1991, bien sûr, ont suscité des espoirs, de changement, de transformation démocratique, du fait que cet État pourrait effectivement se transformer en un État démocratique. Et à l'époque, on pensait à ces événements comme une sorte de révolution. Effectivement, l'arrestation du KGB, des dirigeants du KGB suscitait des espoirs et même une certaine euphorie. Mais cette histoire a été très intéressante aussi parce que les réformes de Gorbatchev ont donné des résultats inattendus et je dirais des résultats très importants.
parce que dans la société, tout le monde a commencé à parler en même temps. Donc si vous regardez par exemple la presse des années 80, la presse soviétique, vous y verrez beaucoup d'histoires qui repensaient le passé, le stalinisme, les crimes du système staliniste. On parlait beaucoup du fait qu'on ne sait pas vraiment combien de personnes sont passées par le goulag, etc. Donc c'était une recouverte de l'histoire. Et cela nous donnait un espoir aussi de repenser notre passé, de réfléchir, de tirer des conclusions pour éviter de se retrouver dans la même situation à nouveau et ne pas revivre cette expérience de la dictature. Nous avons beaucoup parlé également des crimes staliniens et des crimes des personnes tout à fait concrètes, donc des dirigeants du KGB, etc. Mais dès qu'on parlait des événements plus récents, de l'époque de Brejnev, par exemple, ou de l'époque de Khrouchtchev, on disait, oui, le KGB agissait ainsi parce que les lois étaient écrites ainsi, et les lois parfois étaient contradictoires avec la Constitution, et donc le KGB agissait dans le cadre de son mandat, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, le KGB, bien sûr, violait les normes constitutionnelles dans le sens où les personnes devaient avoir un droit à s'exprimer et même exprimer une opinion critique, contraire à ce que le système soviétique déclarait. Mais bien sûr, à l'époque de Brejnev, c'était peut-être un peu plus artificiel, quelque chose de plus artificiel, mais il y avait une sorte de pensée unique officielle. Donc les gens comprenaient très bien ce que tu peux dire ou ce que tu ne peux pas dire ouvertement en société. Et en même temps, ce système était déjà assez souple pour permettre une sorte d'expression dans le cercle privé. Il y avait peut-être des actions de la part du KGB qui essayaient de faire taire ces personnes. Et effectivement, ils étaient, par exemple, convoqués au KGB pour les intimider. Donc c'était une terreur psychologique. Et les événements d'août 91, bien sûr, encore une fois, ont suscité un espoir parce que les dirigeants du KGB ont été emprisonnés, mais ils ont été accusés non pas de violation de droits de l'homme, mais ils ont été accusés d'être la force motrice du putsch. Donc en fait, ils ont été traités comme des traîtres de la patrie. Donc on aurait pu bien sûr continuer sur cette tendance et analyser les crimes du passé, mais malheureusement, il y a eu effectivement 2 déclarations très importantes, mais c'était tout ce qui a été fait. Donc tout d'abord, il y avait une loi sur la réhabilitation des personnes qui ont subi des répressions qui a été adoptée en 91. Donc c'était très important pour les personnes que cela concernait. Donc à l'époque de Khrouchtchev, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont été réhabilitées. Et après la chute du pouvoir du KPSS, donc cette loi a été préparée par mes collègues, M. Roginski, Kotin et d'autres. Et moi, je pourrais vous dire que je n'étais pas toujours d'accord avec eux et ce qu'ils proposaient, mais c'est un autre sujet. Et en tout cas, le sujet dont je vous parle aujourd'hui, c'est un sujet qui mériterait 1 heure de conférence, mais je vais essayer d'être très bref. Donc, je vais quand même citer quelques prévisions de cette loi d'octobre 91, qui disait que pendant l'époque soviétique, il y avait des milliers de personnes qui ont été victimes de répression, d'arbitraire pour leurs opinions politiques ou religieuses ou autres. Et nous condamnons cette terreur qui a duré des années et qui n'est pas compatible avec le droit international. Et donc la Fédération de Russie condamne ces répressions
et veut garantir les droits humains pour les citoyens russes. Donc ça, déjà, c'était un constat très important qui tirait un trait sous ce système soviétique. Et c'est en même temps très important parce que c'était très important de continuer ce travail. Et encore une fois, on avait une autre chance, une autre possibilité de travailler sur les crimes du Parti communiste, parce qu'on n'a pas du tout parlé de cela. Donc on a de fait contesté le décret de Yeltsin qui interdisait le Parti communiste, et la Cour constitutionnelle. Il y avait d'ailleurs d'autres plaintes aussi qui ont donc lancé tout ce processus. Ce processus a commencé en mai 92. Ensuite, il y a eu d'autres documents qui ont été joints au dossier. Donc, mes collègues du mémorial et moi aussi, nous avons travaillé justement pour recueillir toutes les données depuis 1917 et jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Donc, nous avons documenté tout ce que nous avons pu documenter. Et il y a eu une décision, je dirais, à demi-mesure, c'est-à-dire que le Parti communiste n'a pas été considéré comme une organisation anticonstitutionnelle, et en même temps, cette Cour ne s'est pas penchée sur des cas concrets. Et en même temps, cette décision de la Cour constitutionnelle, dans une des parties, dit une chose très importante. Le fait que pendant plusieurs années, dans ce pays, il y a eu un régime qui se basait sur un petit groupe de fonctionnaires du parti. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, donc on se disait, voilà, on a nommé le mal, et maintenant, il faut faire en sorte que la société change et que la société devienne constitutionnelle, démocratique, et qui respecte les valeurs et les idéaux des droits humains et de comportements civilisés, disons, sur la scène internationale. Parce que, bien sûr, la politique internationale est une continuation de la politique antérieure. Donc, bien sûr, on ne peut pas les séparer. Et en même temps, effectivement, il y a eu des beaux mots qui ont été dits, mais qui n'ont peut-être pas porté leurs fruits, parce que les leçons de ces années, je dirais, n'ont pas été peut-être assez étudiées. Parce que la société, aujourd'hui, revient de fait aux pratiques que nous avions contestées avant. Donc, quelque part, effectivement, nous revenons dans le passé. Et si l'on parle de ce qui s'est passé en 91, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les services secrets. Moi, je le comparerais à ce qui s'est passé à Tchernobyl. Donc, si vous vous souvenez, en 86, cette catastrophe s'est passée. Il y a eu une énorme contamination de la zone tout autour. Et cette année-là, la popularité, disons, de la physique nucléaire a décliné. Donc, il y avait quasiment plus d'étudiants qui voulaient travailler sur l'énergie nucléaire, etc. Donc, c'était un vrai choc qui a suscité des phobies par rapport à l'énergie nucléaire, et par rapport à tout ce qui est touché au nucléaire. Donc, la même chose s'est passée en 91 pour les services secrets, pour le KGB et autres. Donc, tous ceux qui ont fait des études dans les écoles supérieures des services secrets sont devenus beaucoup moins prestigieux. Donc, le monde s'est effondré, toute l'image de la société a changé. Et en même temps, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu une réaction de la nomenclature, des hauts fonctionnaires, disons, des personnes qui
étaient peut-être déçus par les nouvelles réalités économiques qui ont surgi en Russie. Effectivement, c'était une époque très compliquée. Les gens devaient survivre. Les réformes économiques, cette thérapie de choc, effectivement, était très douloureuse. Et la télévision, la radio, les médias en ont parlé. Et il y a eu de la nostalgie, effectivement, par rapport au pays que nous avons perdu. Et tout cela est devenu la base de cette politique d'utilisation de cette nostalgie pour revenir au passé, pour revenir à ce que nous avons perdu, pour revenir à ce paradis qui a été perdu, mais qui était pas du tout considéré comme un paradis auparavant, d'ailleurs. Mais effectivement, ça a été assez marqué. Et quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Tout d'abord, l'illustration. Donc, il y avait effectivement des forces qui en parlaient, mais qui n'avaient pas beaucoup d'influence. Donc, tous ceux qui travaillaient sur les enquêtes du putsch, sur ce qui s'est passé en 91, par exemple, Stara Voitova, la journaliste Evgenia Albatz, ils se prononçaient pour l'illustration. Et il y avait des membres du mémorial qui étaient pour l'illustration également. Mais la plupart du Conseil suprême étaient contre. Et ça veut dire qu'au niveau législatif, cette décision n'a pas été prise parce qu'il n'y avait pas assez de forces qui le soutenaient. Donc, bien sûr, l'illustration n'a pas été menée. Mais quand on en parle aujourd'hui, moi, je dirais que déjà, l'ouverture ou la publication des noms des agents aurait été quelque chose de très important parce que ça aurait été déjà un pas vers une réflexion de la société sur ce qui s'est passé. Et même si on pense à une illustration du point de vue conventionnel, je doute que ça aurait pu donner des résultats. Pourquoi ? D'un côté, effectivement, en Allemagne, par exemple, après 1945, il y a eu des interdictions pour certaines personnes d'exercer des métiers, etc. Pour une certaine période, pour 10 ans, par exemple, on interdit aux personnes de travailler pour l'État, d'avoir des postes de fonctionnaires, etc. Donc, pour ceux qui ont été accusés de crimes. Mais il faut quand même dire que les personnes qui ont travaillé dans le KGB, ils sont partis dans le monde des affaires, dans le privé. Et en même temps, cela leur a permis d'avoir une influence politique et c'est ce qui leur a permis aussi de peser sur la politique et pour le fait continuer ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est eux qui ont créé toute cette littérature nostalgique qui parle du passé, qui est pro-KGB, etc. Donc c'est un sujet aussi très intéressant qu'il faudrait creuser davantage. Donc moi je ne pense pas que ça aurait été efficace. Ensuite, quand nous parlons de ce que nous n'avons pas fait, il faut aussi parler de l'ouverture des archives. Donc effectivement, il y a eu une commission d'ouverture des archives qui a été créée, qui devait déterminer l'ampleur de l'ouverture des archives qui devait se passer. Mais moi, je peux vous dire, parce que j'ai travaillé dans cette commission, nous avons travaillé avec des documents secrets. Donc ces documents n'ont pas été déclassés. Il n'y a pas eu une décision qui serait prise pour commencer cette nouvelle histoire, pour tourner la page. Donc cette décision n'a pas été prise. Et Vladimir Bukovski, par exemple, un dissident très connu qui a été soutenu par le mémorial, il a proposé la création d'une commission internationale qui pourrait contrôler justement tous les archives, y compris les archives des services secrets, pour les étudier, pour les publier, etc. Donc qu'est-ce qu'on nous a
répondu dans les hautes sphères du pouvoir russe. On lui a dit non, c'est une humiliation, on ne peut pas faire cela avec notre propre histoire. Nous allons travailler dessus nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'aide. Et voilà, donc cela ne s'est pas passé non plus. Ensuite, on a essayé de désintégrer les services secrets, donc on a créé de nouveaux services séparés. Mais en fait, c'était effectivement une réforme assez cosmétique, pas en profondeur. Donc on a effectivement créé de nouveaux services, mais de fait, les normes législatives peut-être étaient nouvelles, mais les méthodes sont restées les mêmes. Donc en fait, ils se sont réunis de nouveau. Et donc, aujourd'hui, les enquêtes sont menées par le FSB, l'Agence fédérale sur les communications, sur le travail de chiffrement, etc., a été aussi rajoutée au FSB. Donc, c'est comme les billes de mercure qui se réunissent en une seule tâche. Donc, bien sûr, moi, je me souviens toujours comment cette désintégration a mené à ce que, après, parmi les services secrets, il y avait effectivement aussi des gens qui disaient voilà, nous avons tout perdu, nous ne sommes plus les mêmes. Et donc, cette démoralisation, elle a peut-être duré pendant 2 ans, 92-93. Et ensuite, ils ont affirmé leur force, leur influence lors de la première guerre en Tchétchénie déjà. Donc en 93 aussi, ils ont senti leur force et ils ont soutenu Yeltsin. Et cela voulait dire que Yeltsin leur devait quelque chose pour ce soutien accordé. Et donc, le 20 décembre, qui a été vraiment instauré comme fête professionnelle des services secrets, aujourd'hui, c'est officiellement la date de la création de nouvelles forces spéciales, services secrets russes. Donc, en fait, les nouveaux pouvoirs russes ne voulaient pas rompre avec ce passé soviétique. Parce que si vous regardez qui est venu au pouvoir en 91, c'était l'aile démocratique, disons, mais du même parti communiste. Donc, si on devait mener d'illustration, il aurait fallu commencer par M. Yeltsin lui-même. Donc, comment est-ce qu'on aurait pu le faire? Bien sûr, c'est cette même strate qui est revenue au pouvoir en 91. Donc, évidemment qu'ils ne voulaient pas créer une nouvelle politique, nouvel État. Bon, il y avait des questions économiques et des questions financières qui étaient abordées, mais bien sûr, ils ne voulaient pas vraiment construire un nouvel État démocratique, parce que c'était les mêmes personnes qui avaient commis des crimes auparavant. Et pour conclure, je pourrais vous dire que je n'ai pas eu le temps ici de parler d'un autre aspect très important également, qui nous a amené à ce retour vers le passé, c'est l'aspect économique. Bien sûr, l'économie a changé, mais dans l'économie, il y a eu des choses très importantes qui n'ont pas été faites non plus. Par exemple, la question de la propriété sur les terrains, qui n'a pas été résolue. Et donc aujourd'hui, nous voyons que la société russe et le pouvoir nous dit que nous n'avons rien à se reprocher. Et cela nous amène à parler aussi de l'aspect moral de ce passé qui revient et qui n'a pas été traité. Donc aujourd'hui, on nous dit nous avons toujours été raison. Bien sûr, nous avons un passé tragique, mais nous n'avons rien à se reprocher. Et c'est cela qui nous amène à revenir vers ce passé. Et on voit aujourd'hui que même les choses dont on a déjà parlé avant reviennent.
Parce que l'État nous dit oui, il y a eu des répressions de masse, il y a eu des crimes, et il y a des monuments qui sont érigés aux victimes de répression. Mais en même temps, si vous regardez aujourd'hui la presse, la télé, la radio, on vous parle tout le temps de cette... il y a ce révisionnisme qui revient, c'est-à-dire que oui, il y a eu peut-être des crimes, mais ils n'ont pas été prouvés. Donc c'est les mêmes démons du passé soviétique qui reviennent, Staline, Beria, et y compris ce que Anna nous évoquait précédemment, donc le goulag. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'héritage et des aspects politiques de ce changement du système. En fait, qu'il n'y a pas eu de changement. C'était les mêmes personnes qui sont restées au pouvoir afin de reproduire les mêmes mécanismes. Et cela a un aspect très concret. L'arme principale des forces de l'ordre, qui était à l'époque soviétique, qui n'a pas changé après la chute de l'Union soviétique, même si l'Union soviétique avait signé des conventions des droits de l'homme. Même malgré ça, les tortures sont restées l'un des instruments clés dans les prisons, mais aussi dans les centres de détention. Et c'est quelque chose que l'on voit toujours dans la Russie post-soviétique. Nous voyons que les mêmes instruments sont appliqués dans la guerre en Ukraine. Et cela continue à avoir cette dynamique. Est-ce qu'on peut calculer et comprendre l'envergure de ce phénomène et comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, Sergueï, je vous passe la parole. Il n'y a pas de statistiques. Anna a parlé de ces commissions d'observation. J'ai donné ma candidature 3 fois, mais je n'ai jamais été pris dans cette commission. On n'a pas besoin de défenseurs de droits de l'homme dans ces commissions. Le sujet que je vais traiter est un peu différent. Donc, la situation avec les tortures en Russie d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit de plus en plus souvent que c'est l'héritage du passé? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'une fois, on m'a posé la question. Pourquoi est-ce que quelqu'un décide de torturer, d'appliquer des méthodes violentes? En fait, chaque personne peut torturer quelqu'un. Même si c'est une personne qui est complètement saine d'esprit, peut devenir quelqu'un qui peut, par exemple, tabasser le détenu. Il y a eu l'expérience de Stanford qui a montré que si on divise les gens en 2 groupes, et la seule différence sera juste que quelqu'un a le pouvoir et quelqu'un est soumis à ce pouvoir, la probabilité est presque de 100% de voir des abus ou même des violences. Donc oui, on peut d'ores et déjà dire que toute personne peut torturer quelqu'un. Si vous lui donnez du pouvoir, sûrement il va utiliser ce pouvoir en dépassant les limites qui lui sont imposées. Les tortures ont toujours existé en Russie, c'est quelque chose qui nous vient de notre passé et ce qui accompagne les activités des forces de l'ordre d'aujourd'hui. Donc je vais un peu raconter l'histoire de tout cela. À l'époque des années 90, le système des forces de l'ordre était complètement fermé, c'était l'héritage soviétique. Personne ne pouvait quantifier, étudier, poser des questions, comprendre. Les Siloviki, c'était un cas à part complètement clos.
Le 7 mai 1992, on a décidé de s'ouvrir à la communauté internationale, de s'intégrer à la communauté internationale et occidentale. Et c'est là où commence une courte période où notre État commence à jouer un peu avec l'Amérique, avec l'Europe, et commence à considérer cette nouvelle chose, qui lui est nouvelle, donc les droits de l'homme. En 1998, on voit le poste de responsable des droits humains qui est créé. Ensuite, on a une institution propre qui est créée à ce sujet. Ensuite, la Russie adopte la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, nos citoyens ont donc la possibilité d'envoyer des requêtes pour dénoncer la situation dans leur propre pays en Europe. C'est quelque chose de nouveau, c'est comme un voyage dans l'espace. Et donc, il y avait cette possibilité. Et quand les premières décisions de la CEDH ont été prononcées contre la Russie a appliqué ces décisions, a payé des réparations dans les termes établis et au départ a même essayé de changer la législation conformément aux recommandations des juges de Strasbourg. Et donc oui, on avait l'impression que c'est quelque chose de nouveau, de frais. Les gens ont maintenant eu la possibilité de souffler, de se voir en tant qu'individu. Pas comme à l'époque soviétique où on était considéré comme une masse grise, identique, comme nous avons été élevés en peur de se prononcer, de s'ouvrir. Maintenant, on pouvait comprendre sa valeur en tant qu'individu, en tant que la personne qui a droit de dire « j'ai raison ». Avant, ça n'existait pas. Et l'État, pendant une courte période, soutenait cette logique. Notre pays suivait une voie plutôt démocratique. Et à l'international, tout le monde en était ravi. Mais en fait, des guerres étaient menées. La première guerre de Tchétchénie, ensuite la deuxième guerre de Tchétchénie au début des années 2000. Et là, on ne voyait pas vraiment les droits de l'homme, les principes de droits de l'homme qui ont été respectés. Ces guerres ont été accompagnées des attentats terroristes horribles qui ont emporté les vies de nos citoyens, des petits, des grands. Et donc, avec ces attentats terroristes, notre pays a commencé à durcir un peu le régime. De nouvelles lois qui portaient sur l'extrémisme sont apparues. On a vu l'interdiction de certaines libertés, par exemple l'annulation des élections directes des gouverneurs. Ensuite, on a commencé à interdire les événements publics. D'abord, pour aller manifester, il fallait demander l'autorisation de l'État. Ça prenait beaucoup de temps. Ces dernières années, on a tout interdit parce qu'il y a eu le Covid. C'était le prétexte. Et ensuite, la législation a commencé à ronger sur les droits de nos citoyens et cette législation s'est développée peu à peu. Avec toutes ces interdictions, il y a eu de plus en plus d'informations sur les tortures qui ont été appliquées à nos citoyens. Au début des années 2000, on pouvait penser, on avait l'impression que nous avons obtenu beaucoup de liberté. Il y a eu beaucoup de médias indépendants qui ont commencé à parler des cas très importants. Le cas de Yusikov, c'est un chef d'état-major qui est venu dans un supermarché avec un pistolet et qui a tiré sur les gens. Il y a eu d'autres cas, le cas de Omon des CRS, donc de Sochi, quand les CRS ont été offensés par l'attitude de quelqu'un dans un restaurant. Donc, ils sont juste venus dans un restaurant à Sochi et ils ont tabassé les gens qui étaient juste des touristes.
Et donc, dans le contexte de ces cas qui ont été très médiatisés, il y a eu la réforme de police qui a eu lieu lors de la présidence de Dmitri Medvedev. Ouais, président, entre guillemets, vous avez compris la blague. Donc la réforme de police a eu lieu puisque Medvedev a hérité de Poutine à peu près 2 millions de policiers. Donc c'est un système très puissant et on voyait que les cas très médiatisés ne permettent pas de faire une bonne image des autorités. À peu près 20% de policiers ont quitté leur poste après cette réforme et on a commencé à dire que voilà, c'est plus militia, comme on l'appelait la police à l'époque soviétique, mais c'est la politia. Et la politia, donc la police, son but, c'est de protéger les libertés de l'homme et du citoyen. Donc il faut bien prendre soin des citoyens et les protéger. Malheureusement, cette réforme n'était qu'une apparence, puisque la pratique montre que ces cas médiatisés ont toujours été utilisés ultérieurement par notre État, par nos pouvoirs, pour masquer les vrais faits, pour calmer les esprits et pour, si je puis dire, changer de focus de l'attention de la société. Et donc, notre organisation et aussi les défenseurs des droits de l'homme ont toujours essayé de mesurer ce problème de torture. Et jusqu'à présent, nous n'y sommes pas parvenus. Au départ, nous avons essayé de persuader nos autorités d'introduire un article sur les tortures dans la loi. Pendant 20 ans, nous avons tout fait avec nos collègues pour ce faire et en 2020, quand il y avait le cas sur les tortures dans la colonie pénitentiaire à Yaroslavl et aussi dans le contexte de cette archive vidéo des tortures qui a été retrouvée chez le service pénitentiaire fédéral, les autorités ont décidé de calmer un peu la société, donc ils ont criminalisé la torture. Le comité contre la torture a développé un projet d'amendement au code pénal. Bien sûr, personne n'a écouté les défenseurs de droits. Et les sénateurs Kliches et Krasheninnikov ont proposé leur propre version du projet que la Douma a bien signée et l'a fait très rapidement. Mais nous n'avons pas eu vraiment de statistiques, puisque cet article est encore peu développé pour être appliqué. En fait, le problème de torture, c'est que c'est un crime très latent. Nous ne pouvons pas vraiment mesurer la quantité de personnes qui sont torturées. Ceux qui subissent des tortures, comme les victimes des violences conjugales, 8 fois sur 10 ne vont pas porter plainte, ne vont pas dénoncer la situation. Puisque psychologiquement, c'est très dur d'aller chercher de l'aide. Et dans le cas de torture, en fait, on viendrait chercher de l'aide auprès des personnes qui nous ont torturés. Il y a des cas différents dans les violences conjugales. Par exemple, l'époux ou l'épouse, il y a des cas différents, sont très différents. Non, on ne va pas demander la protection de son époux si on subit les violences conjugales de sa part. Pareil avec le système de l'État, si on est torturé par l'État. De nombreuses personnes n'ont plus de force morale pour aller chercher la justice, pour traduire en justice les responsables. Donc nous ne savons pas combien de gens subissent des tortures en Russie tous les jours. Comme j'ai déjà dit, à peu près 2 personnes sur 10 vont aller porter plainte.
Et потому что il y a в encore moins современном de gens обществе qui vont aller российском chercher et все parler avec правозащитные des défenseurs de организации, ну, droits, практически все, puisqu'aujourd'hui, которые presque занимаются toutes les проблемой пыток, organisations des их défenses de droits de государство l'homme наделило статусом иностранного агента, вот такой обзывалкой, se которая для sont vus обычного рядового octroyer le statut россиянина звучит d'agent как étranger. шпион, Et враг pour народа. un citoyen И lambda en Russie, правозащитникам c'est с вот pareil этой comme espion приписочкой ou люди traître. боятся идти. Et donc, Потому les что gens ont нынешнее peur законодательство про d'aller иностранных parler агентов, avec les défenseurs de droits de оно l'homme, в том числе puisque и la санкции législation накладывает к contre тем les людям, agents которые к étrangers инагентам prévoit des обращаются. sanctions И люди этого contre очень сильно les боятся. personnes qui s'adressent à Законодательство ces agents репрессивное, étrangers. Donc, и c'est la поэтому législation человеку qui est de просто некуда nature податься, и он répressive. никуда не идет. Donc, la personne n'a После этого personne у нас qui нет pourrait voir статистики pour точной dénoncer les по faits. количеству Donc, il ne обращений le в fait pas. правоохранительные органы с жалобами на пытки. Москва и Санкт-Петербург À в данном Moscou et à случае, вот, Saint-Pétersbourg, например, у нас в организации являются vous savez, самыми dans проблемными notre, регионами, pour notre потому organisation, что ce там sont попросту не les принимают deux villes заявления les plus о problématiques, пытках. puisque tout simplement, Люди, on ne которых prend pas избивают на les митингах и на пикетах, requêtes qui portent et les приходят с plaintes заявлениями о qui portent sur преступлении les в Следственный tortures. комитет, Les и personnes qui следователи subissent des просто не tortures et qui принимают sont эти battues обращения. А если viennent принимают, dans то не déposer la регистрируют их как plainte chez le заявление о comité d'enquête, преступлении, и mais эти la plainte обращения n'est просто tout не simplement попадают ни в pas какую reçue. статистику. Donc, ces cas ne rentrent pas Если dans же la мы все-таки statistique. с горем пополам добиваемся проведения Si проверок, finalement nous по arrivons результатам à проверки mener des практически в vérifications, 90% les случаев выдается résultats, постановление об presque отказе в возбуждении уголовного 90%, дела. В c'est среднем по de делу ne по pas жалобе о пытках commencer выносится l'affaire au 6 pénal. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В 50% En случаев, 50% des 51% cas, случаев, ou 51% только des cas, возбуждаются уголовные дела. il y a vraiment А до une суда affaire au доходит pénal еще меньше. qui То есть est буквально examinée. приходится за Et il y a шиворот encore оттаскивать moins дела de cas et в суде, qui viennent а судьи, jusqu'au tribunal. если даже признают виновными полицейских, Alors que les juges, même s'ils reconnaissent la culpabilité des policiers, у нас обычных граждан souvent, en fait, оправдывают, ces policiers sont acquittés. Les citoyens lambda sont acquittés dans 0,2% de cas, alors que les policiers, le taux d'acquittement est multiplié par 20 comparé à des personnes citoyens lambda. то чаще всего ему дают условные Et наказания, même si un policier est condamné, soit il est condamné avec sursis, soit il reçoit le moindre terme. Donc, si avant on prévoyait de 5 à 10 ans, de 3 à 10 ans, pardon, on condamnait le policier à 3 ans ou à 3 ans et demi, et avec sursis. Puisque les policiers, quand ils vont en colonie pénitentiaire, reçoivent beaucoup de soutien de la part de l'administration, ils sont vite libérés sous certaines conditions et ils reviennent à leur vie quasiment normale. Un autre problème, quand on essaie de mesurer la quantité des tortures, c'est que ce système est fermé. Il ne laisse pas rentrer des gens, rentrer des observateurs de la société. Ce système a toujours eu peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui commence à poser des questions, de vérifier, de noter les faits. Ce système est dans son avis indépendant et qui existe sur ses propres règles et qui est très bien autonome. Donc, le département de la Cour suprême de la Russie publie des statistiques sur leur site une fois par an et nous pouvons voir que le nombre de décisions qui est prononcé dans le cas de dépassement des obligations professionnelles avec l'application de la violence. C'est comme ça que c'est nommé. Donc, les statistiques ne sont pas vraiment très valables. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. En 2017, des personnes condamnées pour, bon, je vais dire torture, pour des tortures, il y en avait à peu près 900 condamnations. En 2023, il y en a eu 500. Donc, on voit la revue à la baisse de condamnations au titre de cet article envers les membres des forces de l'ordre. Et non seulement des forces de l'ordre,
Dans cet article concerne aussi les militaires, alors que les militaires sont plus souvent jugés pour ces questions. En 2019, Nova Gazeta a fait une étude sur ce sujet et en fait a établi qu'il y a 3 fois plus de condamnations contre les militaires que contre les policiers dans le cas de torture. Pour nous, c'était une surprise puisque les relations non établies dans l'armée, c'est plus quand même courant que parmi les policiers. Comme il n'y a pas vraiment de statistiques, nous avons décidé d'étudier les données que nous avions et les données d'autres organisations des défenseurs des droits de l'homme. Et nous avons étudié 360 cas de torture pour évaluer comment ces cas étaient traités pendant 20-25 dernières années. Je peux vous citer des cas. Donc, par exemple, il y a eu des cas pendant ces 25 dernières années. Le maximum de morts, c'était entre 2004 et 2008. Il y a eu 1 cas sur 6 qui amenait à la mort de la personne, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 4% de ces cas-là. Ensuite, par rapport aux années 90, on a beaucoup plus souvent recours aux outils pour tabasser les personnes. On les tabasse également avec les poings et des coups de pied. Et en même temps, ces dernières années, ces pratiques sont plus rares. Il y a des cas, des pratiques de torture classique. Je ne vais pas vous donner tous les détails. C'est du slang de professionnel, de l'argot professionnel des policiers. Donc ça devient plus rare, mais en même temps, cela ne veut pas forcément dire que les policiers sont devenus plus gentils et qu'ils torturent moins. Peut-être qu'ils vous tabassent plus légèrement. En fait, c'est très compliqué de montrer l'image réelle, la réalité de ces crimes, parce que ce sont des crimes qui sont cachés des yeux de la société. Et encore une fois, les victimes de torture ne vont pas forcément alerter les défenseurs des droits humains. Donc malheureusement, je dois vous dire que c'est très très difficile de quantifier l'ampleur de ce problème. Et je vais conclure dans une minute. Quand je parle d'un sujet que j'aime bien, je peux parler pendant des heures. Donc aujourd'hui, effectivement, nous vivons un temps très compliqué, très sombre et très imprévisible. Et en utilisant la rhétorique utilisée par nos pouvoirs, il y a cette opération spéciale militaire qui est en cours. Et tout comme en Tchétchénie, donc après la guerre de Tchétchénie, il y a eu beaucoup de soldats qui sont revenus dans leur région. Et nous avons vu combien de cas de torture ont été déclarés. Il y avait une explosion de ces cas de torture. Effectivement, cette expérience qu'ils ont acquis sur le terrain de la guerre, ils l'ont emmené avec eux dans leur région natale. Et aujourd'hui, les soldats ne rentrent pas encore de la guerre en Ukraine, mais inévitablement, un jour, ils vont revenir et ils vont avoir besoin de travailler quelque part. Donc, ils vont sûrement se retrouver à travailler dans les colonies pénitentiaires ou dans la police ou en tant que vigile dans des supermarchés. Et ces gens-là vont revenir avec cette expérience de violence. Et cette violence, ils vont l'amener dans la vie de la société. Donc, on peut s'attendre tout à fait à une explosion de la violence dans la société et nous allons devoir vivre avec cela et travailler avec cela. Et en même temps, notre État ne fait rien, tout en sachant que cela va se produire. Et en même temps, il n'y a quasiment plus de défenseurs de droits parce que nous sommes tous labellisés comme agents de l'étranger. Donc, je dois vous dire que nous allons vivre une période très difficile. Donc, c'est difficile aujourd'hui, mais ça va être encore pire demain. Merci.
Просто продолжение маленький. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce que nous avons constaté ici en France, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, après l'attaque terroriste Crocus City à Moscou, on a vu ces images et ces vidéos des personnes torturées. Ici, il y a eu une réaction de surprise parce que les gens savent, enfin, ceux en tout cas qui s'intéressent à ce qui se passe en Russie, ils savent qu'il y a de l'arbitraire, qu'il y a des violences, qu'il y a de la torture, que ça existe. Mais le fait que ça soit montré ouvertement, que ça soit publié et que ces gens qui venaient d'être torturés étaient amenés au tribunal tout à fait ouvertement, qui sont mutilés, qui avaient du mal à respirer, ça a été vu comme une nouvelle étape en fait de cette spirale de violence en Russie, comme un message en fait que le pouvoir russe envoie à sa propre population et en même temps à la communauté internationale, donc en dehors de la Russie. Et on va terminer, je passe en français parce que Gilles Favarelli c'est sa langue de travail et ce sera la langue de sa présentation. Et qui nous prendront un peu plus de hauteur, je pense, par rapport aux cas concrets qui ont été discutés auparavant, parce que donc, Gilles travaille sur l'usage politique et social de la violence de la coercition dans la société russe. Et la manière dont le régime de Poutine, c'est ce qu'il étudie depuis de nombreuses années, la longévité de ce régime qui tient en partie sur cet usage de la violence et de la coercition. Voilà, et qui donc le ciment de la loyauté des élites et de l'obéissance d'une partie de la population, et cette peur et cette intimidation que servent les tortures justement et le fait qu'elles soient rendues publiques de plus en plus. Merci beaucoup Véronica, merci aux intervenants aussi pour leurs interventions. Peut-être oui, dans le temps qui est imparti pour cette table ronde, en fait, je voulais réfléchir à la notion d'appareil répressif, c'est-à-dire quelles sont les frontières de l'appareil répressif, quelles sont ses limites aujourd'hui. Et dans une perspective historique, se demander finalement ou s'interroger sur le lien qu'il y a finalement entre police et répression. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans le régime actuel, comme c'était le cas d'ailleurs en Union soviétique, et on nous demande aussi d'avoir une perspective un petit peu historique aujourd'hui, c'est de voir à quel point la répression dépasse les professions policières et judiciaires. Aujourd'hui, la répression en Russie, elle se passe dans les écoles, elle se passe dans les universités, elle se passe dans le monde de la culture. Elle dépasse largement le cadre justement des services répressifs. Donc cet appareil répressif, il est extrêmement étendu. Il se base sur une sorte d'écosystème dans lequel interviennent tout un tas d'acteurs qui ne sont pas uniquement répressifs. Et justement, en m'interrogeant sur cette table ronde, j'essayais de faire des parallèles avec le passé. Alors je pense qu'il y a 3 idées que je voulais introduire, que je ferai un peu brièvement pour qu'on ait le temps aussi pour la discussion. C'est que la première, c'est en particulier aujourd'hui, ce qui est tout à fait frappant en Russie, c'est l'implication presque symbiotique des acteurs financiers, économiques, privés dans la police. C'est tout à fait frappant. C'est-à-dire que s'il y a bien un service de renseignement qui fonctionne de manière extrêmement performante, et d'ailleurs qui a été applaudi en son temps par les institutions occidentales, c'est le Rosfinmonitoring, c'est le service de renseignement financier en Russie, dans lequel on consacre énormément d'argent et qui sert de machine répressive pour aller frapper, pour aller surveiller toutes les activités économiques et financières des opposants au régime, mais aussi de tous les gens qui sont sujets à la répression en Russie. Et finalement, quand on fait un parallèle avec l'histoire soviétique, ce qu'on voit tout de suite, c'est que lorsqu'une personne est condamnée en prison, à la prison, elle est aussi condamnée à la pauvreté. C'était le cas en Union soviétique.
C'est-à-dire que l'accès au travail, l'accès à l'emploi était complètement fermé lorsqu'on était réprimé. Aujourd'hui, lorsqu'on est condamné en Russie, on est condamné à la pauvreté aussi, parce qu'on a tous ses comptes en banque fermés, parce qu'on a les comptes gelés, on a ses biens saisis, etc. Et donc, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir comment des institutions répressives comme la police interagissent avec des institutions dont on pensait qu'elles étaient un petit peu justement l'avant-garde du néolibéralisme, que sont les banques, les compagnies d'assurance, les agences immobilières, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui, et ça s'explique en Russie par le fait que, alors que dans les pays occidentaux, il y a eu des réticences dans le monde bancaire à travailler avec la police, à devenir des indicateurs de police, en Russie, ce n'a pas été le cas parce que dès le début de la création du secteur bancaire privé, il y avait des gens du FSB, des gens des services répressifs, qui étaient dans les départements juridiques de ces institutions. Donc toute l'histoire du secteur bancaire ou du secteur assurantiel en Russie est marquée par une synergie, une symbiose avec les services répressifs. Donc ce qui fait que ça donne évidemment un caractère extrêmement performant. Aujourd'hui, et Memorial le sait mieux que d'autres, tout agent étranger est en effet l'objet d'un tas de sanctions. Hier, il y a eu l'annonce, par exemple, selon laquelle le Rosfin Monitoring prenait des mesures répressives contre le mouvement absolument improbable qui s'appelle « Je suis, nous sommes Fourgal », en référence au gouverneur qui avait essayé de résister au régime à la fin des années 2010. Le deuxième aspect qui me frappe, et là aussi on peut essayer de réfléchir à la notion d'appareil répressif, ou peut-être d'écosystème répressif, c'est l'implication actuelle des citoyens dans la répression. C'est un sujet qui dérange, parce qu'on préférerait que les citoyens surveillent la police. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une implication active des citoyens dans le soutien à la répression. Et ça aussi, ça peut renvoyer quand même à des parallèles avec le passé soviétique. Qui sont ces citoyens politisés qui, pour une raison ou pour une autre, s'impliquent dans la répression? Pour une raison ou pour une autre, ça veut dire quoi? Ils peuvent le faire par idéologie. Ils peuvent le faire par intérêt financier. Ils peuvent le faire parce qu'ils n'aiment pas leurs voisins. Ils peuvent le faire parce qu'ils veulent se venger contre quelqu'un. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont envie de se défouler, parce qu'ils trouvent là une sorte d'accomplissement dans une vie qui ne leur a peut-être pas apporté ce qu'ils voulaient. Bref, il y a un tas de raisons de s'impliquer là-dedans, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand la porte est ouverte, beaucoup de gens la franchissent. Et ça prend deux formes en particulier. La première, c'est la dénonciation. La seconde, c'est l'organisation de citoyens qui, à un titre collectif, s'impliquent justement dans la répression. Et Memorial en a fait les frais. Memorial a fait l'objet de dénonciations. Et Memorial a aussi été la bête noire d'un groupe qui s'appelle NOD, Nationalnie Освободительное Движение, le mouvement de libération nationale, l'improbable mouvement de libération nationale, qui, sous couvert de chasser les représentants de la 5e colonne en Russie, a pris justement pour cible Memorial. On montre souvent le graffiti sur les locaux de Memorial à Moscou avec marqué « Agent de l'étranger, Go Home », etc. Ça, c'est l'œuvre de NOD. Et c'est l'œuvre de ces groupes politisés, de ces collectifs qui s'investissent justement dans la répression aujourd'hui. Ça a pris une implication, disons, ils existent depuis longtemps, ces groupes. L'État s'est toujours appuyé sur des groupes comme ça, sur des groupes de supplétifs, sur des groupes qui sont soi-disant autonomes, mais qui en réalité accomplissent les basses œuvres de l'État. Mais depuis 2012, ça a pris un tour beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de groupes comme ça, hélas. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on réfléchit à la répression en Russie, c'est la capacité de l'État à accréditer des mouvements pour une durée plus ou moins longue du droit à exercer la violence. C'est tout à fait frappant dans l'histoire poutinienne. Fut un temps où il y avait des groupes de skinheads d'extrême droite qui étaient reliés à Russie unie pour exercer une forme de violence jugée légitime par le pouvoir. Et aujourd'hui, on le voit à nouveau avec des groupes qui ciblent justement les gens comme NOD.
Et évidemment, c'est la porte ouverte au défoulement, au règlement de compte, à toutes les exactions qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport au passé soviétique? La première chose, si on regarde ces groupes qui exercent la violence extrajudiciaire au nom de l'État, c'est que ce qui est tout à fait effrayant en Russie aujourd'hui pour moi, c'est qu'ils le font en disant qu'ils agissent au nom de la société civile. C'est-à-dire qu'on a eu une sorte de pervertissement de la notion, une sorte d'appropriation de la notion qui pourtant était représentée par nos amis, par nos invités aujourd'hui. Hein, c'est ça la société civile, c'est mémorial. Et pour autant, c'est le même terme qu'utilisent justement les gens qui sont opposés à Mémorial. Eux aussi, ils disent « nous, on est la société civile ». Il y a une sorte de compétition pour se saisir de cette notion de société civile qui aujourd'hui, dans le régime autoritaire, tourne au fait que ce sont ces groupes-là qui s'approprient cette notion. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont davantage liés aujourd'hui à des milieux ultranationalistes et religieux. Et ce qui est tout à fait important, on le voit dans un groupe comme Narodny Sabor, par exemple, qui est en lien direct avec l'Église orthodoxe. Il y a depuis 2012, depuis que ce narratif sur l'ennemi occidental et la cinquième colonne s'est imposé au sein du pouvoir, un rôle accru justement donné à ces acteurs religieux. La dernière chose que je dirais, c'est essayer de réfléchir à la dénonciation. C'est un travail qui serait à faire encore. Est-ce que la dénonciation soviétique, c'est la même que la dénonciation aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes? Il y a des choses qui sont tout à fait similaires. Le fait que, par exemple, comme l'ont montré les livres d'histoire, la dénonciation dans les années 30, elle passait beaucoup par les journaux. On n'a pas l'impression d'être un policier lorsqu'on envoie une lettre à un journal. On n'a pas l'impression directement de travailler pour la police lorsqu'on passe par des intermédiaires. Aujourd'hui, c'est pareil. Si vous avez un robot, un numéro vert, tout un tas d'applications informatiques qui vous disent « Oh, c'est pas une dénonciation, c'est un signalement ». D'accord ? Ça contribue à euphémiser l'acte de dénonciation et à convaincre qu'on n'est pas directement dans une tâche policière. La deuxième chose, ça m'a tout à fait frappé en lisant aussi les travaux sur les années 30, c'est qu'il y avait déjà des sortes de dénonciateurs en série. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la dénonciation un hobby. Et aujourd'hui, on le voit encore. Il y a des dénonciateurs qui sont un petit peu one-shot, il y a des dénonciateurs qui en font un boulot, il y en a qui commencent à se prendre tellement au jeu qu'ils font ça un petit peu tous les jours. Mais ce qui est frappant aujourd'hui dans le régime poutinien, je terminerai avec cela, c'est qu'on a des sortes d'entrepreneurs de la dénonciation qui travaillent directement au sein du gouvernement. Si on prend quelqu'un comme Vitaly Borodine, c'est quelqu'un qui passe son temps à dénoncer des figures du monde de l'art. Je ne sais pas si Mémorial a été concerné par lui, c'est plutôt les médias, c'est plutôt le monde de l'art, etc. Mais il en fait un fonds de commerce. C'est sa raison d'exister au sein du régime, c'est d'être une sorte de dénonciateur patenté qui le fait au nom du régime. Et ça, c'est des figures qui sont un peu nouvelles parce que c'est des figures publiques. C'est des figures publiques qui considèrent que non seulement la dénonciation est un devoir, mais qu'en plus, ça doit être une source de fierté. Cette capacité à être fier de dénoncer, c'est quelque chose que je trouve d'assez nouveau et qui, à mon avis, doit un petit peu nous inquiéter, si ce n'était pas déjà le cas. Merci beaucoup. On a explosé tous les compteurs, donc on va avoir le temps pour 2 questions seulement. Donc choisissez-les bien. Добрый вечер, меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания «Холод». Я хотел спросить такую штуку. Мне кажется, важное слово, которое прозвучало сегодня вот даже не в одном докладе, а в нескольких, это слово «иллюстрация». И кажется, что нынешняя ситуация с войной, которую Россия ведет против Украины, если она в какой-то момент закончится, то и мы будем строить какую-то условную прекрасную Россию будущего, то как бы нельзя обойтись без иллюстрации в этом случае. Как вам кажется, есть ли вообще шанс такую процедуру провести, как это будет выглядеть, с учетом того, что огромная часть российского общества так или иначе вовлечена сейчас в войну, и чем дольше эта война идет, тем больше она будет туда вовлекаться, начиная от самых обычных людей,
продолжая силовиками и заканчивая действующими чиновниками, политиками и так далее. Ну, я кратко только скажу, что Siloviki et les fonctionnaires. Donc, je vais répondre pour dire juste que la lustration, comme un échec des années 91-92, всегда и как тогда va provoquer dans la société, comme toujours, hein, comme à l'époque, предложений, d'abord beaucoup de propositions, comment mener l'illustration, ensuite d'objections, comment il ne faut pas le faire ou qu'il faut prendre ça avec parcimonie. как нужно поступить с теми, Et en cas de changement de société, comment est-ce qu'on например, США. peut, Я прекрасно qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui soutenaient le régime d'avant? дискуссии, которые в конце Moi, je ne sais pas comment prendre cette question, comment l'aborder, parce que je sais qu'il y aura une discussion dans la société qui va tout chambouler. Ça, c'est une sorte de pessimisme historique. как надо, Je sais ce qui est bien, ce que l'on devrait faire, mais je comprends aussi я бы сказал, общем порыве, когда люди que по-другому, dans un élan collectif, quand la société comprendra que nous ne pourrons pas agir autrement, nous allons y parvenir. Oui, j'ai oublié de poser une autre question. Est-ce qu'il y a des cas de succès de l'illustration? Oui, par exemple, dans les pays baltes, où il y avait des listes des agents publiés, où les ex-membres du parti ne pouvaient plus travailler. но тем не менее, вот в той же Латвии, Oui, bien sûr, Литве и в il y a Словении eu des nuances, mais en Lituanie ou en Lettonie, en Estonie, но в Латвии сохранились, а en ну, до Lettonie, конца ces informations sur le KGB ont été publiées. новых государственных Et donc, les personnes de l'Ancien Régime n'ont pas le droit d'accéder au pouvoir dans le nouveau pouvoir des pays baltes. Et certains ont même été emprisonnés. En Lettonie, l'ex-commissaire Novix, alors qu'il était déjà très âgé, il avait presque 90 ans. En fait, c'était une personne qui était responsable pour des déportations, pour les souffrances du peuple entier. Oui, il y a eu des cas de succès qui ont constitué la base de démocratie dans plusieurs pays. Merci beaucoup. Cette conversation peut durer sans fin et je vous propose de le terminer après.